Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, je vois que le chat est déjà très actif. Nous sommes le dimanche 3 mai 2026, je suis Mathias Bacchino, très heureux de vous retrouver ce soir. Ouais, ça a été une semaine très intense pour moi, entre il y a 10 jours, donc les annonces de Trade Republic, et mes premières chroniques sur LCI, dans le parti pris économique, dans 24 heures Pujadas, qui est une grande fierté pour moi. Et ensuite d'aller un peu au combat aussi sur BFM Télé. Salut Baptiste, Peko, non, oula. Baptiste fait une référence, je crois, à Peko Bagnaia, champion de moto. J'en suis très très loin. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On a eu les résultats des GAFA, avec des gagnants et des perdants très clairs. On a les marchés américains qui sont au top, alors que l'Europe cale un peu, on va en parler. On a plein de choses à voir ensemble, le débat de la semaine, la question de la semaine comme toujours, et puis bien sûr ce grand focus que je vais vous proposer, un focus sur l'épargne des Français, puisque l'épargne des Français est quelque chose de très très important, c'est ce qui fait que la France n'inquiète pas trop ses prêteurs. Voilà, on va faire le point là-dessus. Et sur le fait que l'épargne des Français est très abondante. C'est grâce à elle que la France n'est pas encore en faillite, mais malheureusement, elle est très mal utilisée pour les particuliers français. Et vous allez voir ce que l'épargne des Français pourrait nous rapporter, puisque avec mon équipe, on a fait des simulations. Et qu'est-ce qui se passe si l'épargne des Français est mieux allouée, est mieux organisée? Et si on appliquait des meilleurs principes d'éducation financière à toute l'épargne des Français? On parle quand même de 6 000 milliards d'euros. Donc, vous allez voir, je pense que vous allez être fort surpris. Bravo d'être si nombreux et de faire vivre le débat dans le chat. Comme d'habitude, je compte sur vous dans le chat. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas le temps de répondre, pour y répondre si vous avez la réponse. Je crois très fort à la blockchain humaine de l'éducation financière et je compte sur vous pour que ce chat soit pédagogique lui aussi. Voilà, merci beaucoup pour ça. On va parler des cryptos aussi qui sont en train de disparaître un peu des écrans radars. On va parler des déclarations de nos politiques. Des banques centrales, bien sûr, puisqu'il y a eu trois grandes réunions de banques centrales cette semaine. Et les banques centrales, comme je vous le dis depuis un certain temps, se retrouvent coincées entre des obligations contradictoires entre la baisse de la croissance et la hausse de l'inflation. Ça fait peur à tout le monde. C'est un mot que j'ai prononcé à plusieurs reprises sur des plateaux télé. Oh là, on a un comique. Tara la Fifi, c'est quoi l'épargne des Français? Pas mal. Ça pourrait être de moi, ça, parce que moi j'ai un humour absolument catastrophique. Les dad jokes, comme on dit assez souvent, et ça me parle, les calembours comme ça. Next Level Val, le lancement de mon association, bien j'y ai travaillé hier toute la journée, donc on y est presque. Et c'est avec joie que je vous annonce qu'elle sera lancée soit au mois de juin, soit au mois de septembre. Ça dépendra d'autres choses, voilà. Mais il y a une très grosse réunion dont on va parler aussi le 6 mai, dans 3 jours maintenant, sur l'éducation financière en France, entre le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation nationale. Voilà, on a réussi à faire bouger les choses assez fort en France. Et voilà, donc ça c'est pas mal. On va parler évidemment du Japon aussi, puisque la Banque centrale japonaise a mis les pendules à l'heure mardi, et que la Banque centrale japonaise a indiqué aussi que le yen n'irait pas plus loin. J'ai acheté un ETF MSCI World pour commencer à investir. Qu'est-ce que je rajoute ? Eh ben, le petit point pédagogique d'entrée de jeu, c'est que le MSCI World, l'indice MSCI World, est un indice qui rassemble plus de 1000 entreprises, mais des pays développés. Et les pays développés, du coup, officiellement, ça exclut la Chine, l'Inde, le Brésil, beaucoup de pays où il y a quand même de la croissance aussi. Et on a donc besoin d'aller au-delà du MSCI World pour avoir une vraie diversification. Il y a des indices plus larges encore que le MSCI World qui existent pour utiliser un seul ETF si c'est ce que vous souhaitez faire. Entre autres le ACWI, All Country World Index, qui est encore plus large puisqu'il inclut les marchés émergents et les marchés développés. Sinon, il y a une autre approche qui consiste à prendre le S&P 500 pour les 500 plus grosses entreprises américaines, plus l'Eurostoxx 600 pour les 600 entreprises
européennes les plus grosses, plus l'indice des marchés émergents, ce qui vous permet d'avoir une diversification très large. Il y a aussi le FTSE All World, un autre indice qui est très large lui aussi. Donc il en existe plusieurs pour diversifier encore plus largement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra qu'on fasse un point un jour sur le MSCI World, le FTSE All World et l'indice ACWI, qui sont les grands indices qui permettent de diversifier au maximum. Et comme l'année 2026 est une année risquée, une année surprenante, une année de choc, eh bien, on va avoir besoin, et c'est ce que je vous dis depuis le mois de décembre dernier, de diversifier encore davantage. Comme chaque semaine, on va retrouver la citation de la semaine, la question de la semaine, on fera le point sur la semaine prochaine évidemment, et on terminera par ce point très complet sur l'épargne des Français, qui est un grand gâchis. Oui, je confirme, Chris Carpe Diem, que les nouvelles fonctionnalités disponibles en France chez Trade Republic sont avant tout disponibles pour les clients ayant un compte français pour des raisons réglementaires, entre autres. Voilà. Alors, est-ce que le ministère de l'Agriculture pourrait faire de l'éducation financière dans les lycées agricoles ? Eh bien, ce serait très important. Malheureusement, on essaye déjà de mobiliser le ministère de l'économie sur le sujet. Ça avance. On a mobilisé le 6 mai, là, mais la France mobilise le 6 mai le ministre des Affaires, le ministre de l'économie, le ministre de l'Éducation nationale, la Banque de France, l'AMF, pour une grande réunion sur l'éducation financière. Donc, c'est vraiment très, très bien. Je ne manquerai pas, évidemment, de vous tenir au courant à la fois de l'évolution de la politique française en matière d'éducation financière qui va sortir de cette réunion, et aussi de ce que moi, je vais essayer de faire pour contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Je vous rappelle, avant de commencer, eh bien, Sébastien, un point très très important, un grand gâchis, l'épargne des Français, ça dépend des Français. Eh bien, pas uniquement, parce que l'épargne, elle est aussi orientée par le système, avec des avantages fiscaux, avec ce que les banquiers, les assureurs, les sociétés de gestion répètent, le marketing qu'ils font eux aussi. Et donc, il n'y a pas, je fais pas partie de l'équipe qui va être là à culpabiliser les Français en leur disant de se bouger les fesses et de faire les choses différemment. Moi, j'essaye de leur donner envie, j'essaye de les encourager, j'essaye de faire en sorte qu'avec Trade Republic et tous les partenaires de Trade Republic, il y ait des messages pédagogiques de qualité pour qu'ils puissent se saisir du sujet par eux-mêmes. Donc, je suis pas là pour vous culpabiliser, je suis pas là pour culpabiliser les Français. Je suis là pour dire que, et vous allez voir, c'est quand même une histoire potentiellement à 30 milliards d'euros par an de revenus supplémentaires pour les Français, parce que l'épargne pourrait être mieux allouée, voilà, mieux organisée. Donc, je vais essayer de projeter ça avec des chiffres, et on terminera là-dessus. Rapidement, avant de passer au point sur la semaine écoulée, je voulais vous parler de l'émission sur LCI qui s'appelle 24 heures Pujadas. Le vendredi, c'est 24 heures Calvi. Pendant les vacances, il y avait une autre présentatrice, et donc ils m'ont invité à faire des partis pris économiques, c'est-à-dire 5 minutes, libre antenne. Je dis ce que je veux, je le prépare évidemment avec les équipes de LCI avant. Et j'espère que LCI et 24 heures Pujadas vont m'inviter régulièrement à le faire. J'en avais fait une première il y a une quinzaine de jours sur l'inflation qui revenait en France. J'étais pas trop à côté de la plaque puisque ça a été le sujet de la semaine dernière un peu partout dans les médias. Et donc il y a jeudi et vendredi, j'en ai fait 2 d'affilée. Jeudi sur la robotique et vendredi 1er mai sur la fête du travail, le travail n'étant pas à la fête. On va évidemment condenser avec Solal, Lisa et Arthur de mon équipe ces vidéos qui font à peu près 5-6 minutes sur LCI dans des réels de 3 minutes qu'on va poster dans les jours qui viennent. Mais je voulais vous dire qu'il y avait là une équipe de journalistes qui essayent de faire vivre le débat avec une forme d'intelligence et de subtilité. Ils ont la gentillesse de me donner la parole et je suis très très heureux parce qu'il se trouve que moi je regarde LCI depuis plusieurs années maintenant sur la tranche de fin de journée parce que je trouve que c'est là que les débats sont les plus utiles, voilà, à ma réflexion. Donc voilà, à la fois il y a un peu d'émotion chez moi parce que c'est une grande joie d'avoir eu ce rôle-là pendant les vacances, sachant que les personnes qui font régulièrement les partis pris économiques sur LCI, c'est juste François Langlais,
évidemment que j'adore pour sa capacité à démocratiser, à expliquer, et aussi Pascal Perry, dont j'étais en train de lire les bouquins justement. Voilà, ces présidents qui nous ont fait tant de mal. Son bouquin sur les retraites en 2019 que j'avais lu. Donc c'est une grande joie pour moi. Voilà, je voulais simplement vous la partager et vous dire que il va falloir, j'espère, vous habituer à me voir dans 24 heures Pujadas sur LCI. Et accessoirement, on est très bien reçus, donc j'embrasse toutes les équipes de LCI si jamais ils regardent ce live. Alors, on a eu une semaine vraiment lunaire sur les marchés financiers, pour la géopolitique, pour l'économie aussi, pour les banques centrales. Franchement, pour vous débriefer enfin, pour vous débriefer de ce qui se passe en ce moment, il me faudrait au moins 2 ou 3 heures pour aller à fond dans les détails. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus structuré possible aussi. Donc, euh, si on prend du recul, l'économie mondiale et l'économie européenne étaient en début d'année 2026 plutôt bien parties. On sortait d'un marché plutôt haussier depuis 3 ans. Les taux avaient baissé, les taux d'intérêt. Ils avaient baissé, ils étaient plus faibles en Europe, ce qui était bon pour l'économie. Aux États-Unis, ils étaient en train d'être baissés par la Fed. Et on avait des marchés financiers qui étaient bien orientés. Et le conflit en Iran s'est déclenché. Et le conflit en Iran a ceci de particulier qu'il fait peser un très fort risque sur l'économie réelle, surtout en Europe, à cause du retour de l'inflation et à cause des problèmes que ça génère pour les finances publiques françaises, la France étant affaiblie à un moment où une crise démarre. Donc chez nous, du point de vue purement économique, c'est-à-dire consommation, pouvoir d'achat, crédit immobilier, marge des entreprises, eh bien, en France, on est dans une très mauvaise dynamique. Voilà. Et ça commence à se voir. Et d'ailleurs, Éric Lombard, ancien ministre de l'économie, pourtant social-démocrate, donc pas un ultra-libéral. Bruno Le Maire, macroniste. Moscovici, ancien socialiste, ancien patron de la Cour des comptes française et actuel patron de la Cour des comptes européenne. Et Jacques Attali, donc on est sur 4 personnes qui sont quand même pas des dangereux ultra-libéraux. Les 4 ont pris la parole ces 4 derniers jours, pour dire la France n'a plus d'argent, on ne peut plus continuer à faire des chèques, et on doit absolument commencer à s'occuper du problème de la dette parce qu'on n'est plus capable de s'occuper d'autre chose. Donc on a ces 4 personnes-là qui sont à nouveau, et on ne peut pas dire que je sois particulièrement fan de ces 4 personnes, mais je les cite volontairement, parce que ce n'est pas des ultra-libéraux, ce n'est pas des énervés. Et si ceux-là te disent que ça va être la merde en France d'un point de vue économique et qu'il faut maintenant s'occuper de la dette, c'est que soit ils culpabilisent un peu parce qu'ils en sont responsables, soit ils ont compris que la population, plus que la presse, était prête à l'entendre. Donc c'est d'un côté un risque économique très fort en France et qu'on ressent, nous, tout de suite, là déjà, à cause de la hausse du prix de l'énergie, la hausse du prix du gaz de 15% début mai et la hausse du prix de l'essence, évidemment. En même temps, la semaine dernière, on fait des plus hauts historiques sur les marchés financiers américains. Donc c'est un phénomène qui est très difficile à comprendre, même à ressentir et à utiliser en fait. Donc pourquoi les indices boursiers américains sont très hauts en ce moment ? Parce qu'il y a des entreprises, entre autres dans la tech, des entreprises dans les semi-conducteurs, dans l'IA, qui investissent, génèrent des résultats, se développent. Donc c'est pas gênant, entre guillemets, que le détroit d'Ormuz soit fermé pour ces entreprises-là, pour l'instant. Et donc on a aux États-Unis un pays qui est producteur de pétrole et qui souffre donc beaucoup moins que nous, la France, l'Italie, qui est très dépendante du gaz. Nous, on a la chance d'avoir le nucléaire, sinon ça serait déjà une catastrophe totale. Et donc, on a des marchés financiers qui, grâce à l'IA, à la tech, des États-Unis qui, parce qu'ils sont producteurs nets de pétrole et d'énergie, qui vont plutôt bien.
Et on a donc un Donald Trump qui n'a pas d'intérêt particulier urgent à faire réouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, je vous le rappelle, qui est fermé et qui déclenche une vague d'inflation en Europe parce qu'il nous manque du pétrole, du plastique, plein de choses, des engrais agricoles, le transport maritime coûte plus cher et donc ça déclenche de l'inflation. La question évidemment qu'on se pose, tous en ce moment, du côté des analystes financiers, c'est est-ce que c'est normal que les marchés financiers américains soient au plus haut, alors même que l'économie européenne, et pour certains pays en Asie aussi, vont possiblement entrer en récession à cause de la guerre en Iran. Et donc, ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, ça va se retrouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le conflit en Iran sera terminé, on aura une vision claire des impacts économiques réels qu'il va y avoir en Europe et aux États-Unis. Et quand on verra les impacts économiques réels, c'est-à-dire peut-être de la récession en Europe, donc des entreprises qui vont moins bien, donc des marchés financiers européens qui vont moins bien, peut-être que l'inflation aux États-Unis va être de plus en plus importante, ce qui pourrait déclencher là aussi moins de consommation, donc pour certaines entreprises, pas celle de l'IA, pas celle de la tech, mais pour d'autres entreprises, moins de revenus. Et à un moment donné, dans les mois qui viennent, ça va se rapprocher. Mais pour l'instant, on est dans ce décalage qui est vraiment étonnant, perturbant, et qui même d'un point de vue émotionnel pour beaucoup de gens, est assez inquiétant, quoi. Parce qu'on voit d'un côté des marchés financiers au plus haut, de l'autre, une économie européenne qui va pas bien, et c'est tout le contexte de la période actuelle. Donc la semaine dernière, le MSCI World a repris 1%, on est à 5,5% de progression depuis le début de l'année sur l'indice MSCI World, ce qui est plutôt bon. Le S&P 500, pareil, 5,5% depuis le début de l'année de hausse. Le Nasdaq 100 de la tech américaine que tout le monde envoyait aux oubliettes en fin d'année dernière, il est à plus 9,7% depuis le début de l'année. Il progresse de 1,5% la semaine dernière, entre autres grâce aux très bons résultats de Google. Et la différence, c'est que l'Eurostoxx 600, il a stagné la semaine dernière, il n'est plus qu'à plus 3% depuis le début de l'année, il est donc l'Europe est donc moins performante que les États-Unis depuis le début de l'année. Le plus surprenant pour moi, c'est sans doute que la volatilité, c'est-à-dire le niveau de risque des marchés, le VIX, a baissé en dessous du niveau de 20, qui est le niveau au-dessus duquel on dit d'habitude si le VIX est au-dessus de 20, c'est que les marchés sont plutôt risqués. Là, il a baissé la semaine dernière, il est à 17. En revanche, ce qui a explosé la semaine dernière, c'est le pétrole. Le baril de Brent est à $109. Il progresse encore de 4% la semaine dernière. Et il est à 80% de hausse depuis le début de l'année, le pétrole. Dernier chiffre, les taux d'intérêt français sont remontés. C'est une catastrophe. Je vous l'ai dit il y a 6 semaines que ça allait coûter 10 milliards d'euros par an aux Français, le fait que les taux d'intérêt remontent à cause de la guerre en Iran. Le gouvernement l'a dit il y a 2 semaines. Et bien là, ils sont remontés. Ils étaient redescendus à 3,55 à peu près il y a 2 semaines. Ils sont remontés à 3,70 ces derniers jours. Donc, c'est très difficile pour les finances publiques françaises. Et on le voit bien, eh bien, la France n'a plus les moyens, tout simplement. Ce qui m'amène au débat de la semaine, qui a agité mon passage sur BFM Télé il y a 2 jours, qui a agité Twitter, enfin X ces derniers jours aussi, et qui est le débat de la semaine, sur lequel moi je vais vous interroger aussi. J'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous en pensez. C'est tout simplement la question de Total. Est-ce que Total doit être plus taxé, selon vous, pour compenser le fait que Total ait fait un bénéfice de 5 milliards d'euros au premier trimestre? Je vous pose la question. J'espère que dans le chat, vous aurez la réponse. Et moi, je vais vous donner ma réponse à moi. Ma réponse, c'est que le fait que les politiques aient orienté vers Total la discussion depuis une semaine, c'est une manière de détourner du vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'Espagne et l'Italie ont baissé les taxes sur le carburant, puisque je vous rappelle que plus de 50%, plus de la moitié du prix que vous payez à la pompe, c'est des taxes, donc qui vont à l'État.
eh bien, l'Italie et l'Espagne ont baissé les taxes pour faire baisser le prix à la pompe, pour soutenir la population face à cette crise temporaire sur les prix de l'essence. Total plafonne. Ça va lui coûter, j'y ai travaillé un peu cet après-midi, probablement quelque chose comme 300 millions d'euros dans l'année, à Total, de faire le plafonnement des prix à la pompe. C'est la seule entreprise qui le fait et qui permet à plein de gens d'acheter du pétrole, de l'essence moins cher ces derniers jours. Et pourtant, c'est sur Total qu'on tape, alors même que les profits qu'a réalisé Total au premier trimestre ne sont en aucune manière réalisés sur les prix à la pompe en France. Voilà. Donc, vouloir taxer Total dans cette période, c'est une aberration économique puisque ça n'aurait aucun impact. Ça ne réglerait pas le pouvoir d'achat des Français. Ça ne réglerait pas la question du prix de l'essence. Ça ne ferait que faire partir une entreprise qui a la chance de faire des bénéfices et d'aider les Français dans cette période. Voilà. Est-ce que Total est parfait ? Non. Est-ce que moi, j'aurais imaginé me retrouver sur un plateau à devoir expliquer que c'est pas parce que le cours de l'action Total a monté que Total a davantage d'argent pour faire le plafonnement des prix à la pompe. Mais malgré tout, je le fais et j'essaye vraiment d'aller porter le débat avec des faits et de la réalité à un endroit où c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc vous avez été très nombreux hier à me soutenir sur Twitter. Évidemment, ça fait plaisir et j'espère avoir l'occasion de continuer à le faire, apporter de la réalité économique dans le débat public pour qu'on puisse tous retrouver du pouvoir d'agir. Parce que si on n'est pas aligné avec la réalité, eh ben on n'est pas capable d'agir efficacement, tout simplement. Pas mal de questions sur Instagram, j'y répondrai tout à l'heure, merci beaucoup. Des questions sur Trade Republic aussi, je les prendrai à la fin. Merci Lolo de s'abonner, trop bien le stream, très sympa. Est-ce qu'on pourra investir dans mon association ? Investir non, mais être membre de mon association, oui, ça, j'aurai l'occasion de vous en parler. Eh ben, dis donc. Voilà, c'était le débat de la semaine. Faut-il faire payer Total encore plus que ce qu'ils le font déjà ? Et je suis très heureux de l'avoir fait vivre sur BFM. Après le débat de la semaine, c'est à moi de vous poser la question de la semaine. Mon équipe va vous mettre sur YouTube donc la question de la semaine pour que vous puissiez y répondre. Et à la fin de l'émission, moi je répondrai sans avoir vu votre réponse. Et ensuite, je vous donnerai le résultat de votre vote. Vous êtes prêts ? La question de la semaine, et je pense que celle-là, elle va vous surprendre. Et j'ai hâte de voir ce que va dire le débat. C'est une manière de répondre à la proposition d'un congé climatique en France, qui a été faite par une élue écologiste il y a quelques jours, élue face à laquelle j'avais porté le débat sur LCI en décembre. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'État devrait offrir 2 semaines de congés payés par an aux entrepreneurs ? Je vous rappelle que 80% des entrepreneurs souffrent, soit de stress, soit de problèmes de santé, soit de nuits courtes, et qu'ils créent de la valeur en France massivement. Donc, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que oui, il faudrait que l'État offre 2 semaines de congés payés par an aux entrepreneurs qui ont beaucoup moins de vacances que les autres, une protection sociale beaucoup plus faible, des retraites plus faibles et moins d'aide pour lutter contre les périodes d'éventuel chômage, alors même que ce sont celles et ceux qui prennent le plus de risques personnels. Voilà. Les marchés ne sont pas incohérents, Argos. Les marchés sont le reflet des flux financiers et le reflet aussi de l'état de santé des entreprises. Ils ne sont pas incohérents. C'est juste que leur cohérence parfois nous échappe parce que c'est complexe. Ensuite, donc voilà, la question de la semaine, je vous laisse répondre sous la description YouTube. Et j'en profite pour faire donc le petit moment promo de l'émission, puisque je vous rappelle que dans quelques jours va sortir mon nouveau cahier d'activité, Devenir riche, ça s'apprend en version intermédiaire. Vous allez retrouver également le cahier débutant qu'on a mis à jour pour cette année et le cahier intermédiaire. Et dans le cahier intermédiaire, vous allez retrouver des QR codes avec des vidéos dédiées
à ce cahier. J'ai fait des interviews exclusives pour les lecteurs de ce cahier avec Nicolas Chéron, avec Delphine Pinon, avec Édouard Petit et Mathieu Louvet, et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc cet été, si vous ne l'avez pas lu, sachez qu'il est sorti en poche, prenez votre argent en main, aux éditions J'ai lu, et les cahiers d'activités qui sont disponibles. Les liens sont sur mon Linktree, dans mes bios, un peu partout. Donc voilà, c'est le prochain cahier de vacances qui sort. Merci beaucoup de le relayer, s'il vous plaît, aussi. Je suis très preneur. Souvent, on a des retours aussi critiques. Donc, si vous spottez des erreurs dans le cahier d'activité, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça me fera plaisir de pouvoir le corriger rapidement. Je vous rappelle aussi que avec mon équipe, donc on a sorti plein de nouvelles playlists pour consommer mon contenu de manière structurée. Vous avez donc, je vous le rappelle, hein, mon livre, Prenez votre argent en main, en poche à 8 euros. Les cahiers d'activité, débutants et intermédiaires, pour cet été à la plage. Et vous avez aussi donc le point hebdo tous les lundis matins, le live du dimanche soir. Vous avez le récap de la semaine le vendredi. Vous avez mes chroniques tous les dimanches sur RTL, mes chroniques sur Sud Radio, l'essentiel de votre argent, les lives donc ici, et mes chroniques télé qui sont affichées ici. Donc vous avez la possibilité de plonger dans l'éducation financière avec mon livre. Vous avez la possibilité de passer à l'action en vous amusant un petit peu avec les cahiers d'activité, de me suivre sur YouTube où vous avez toutes les playlists qui sont le maximum de contenu que je peux apporter pour vous aider à mieux gérer votre argent, votre avenir et à investir et épargner le plus efficacement possible. On ne peut pas trouver mon livre en anglais, Jean-Claude, pour l'instant, il est uniquement en français. Parce que l'argent est un objet qui est éminemment culturel, et donc c'est très difficile de faire un livre valable pour tout le monde en anglais de ma part, sachant que par ailleurs des livres en anglais, il y en a quelques-uns qui existent et qui sont très bien, et des livres en français, il y en a moins. Donc voilà, c'est un livre qui est fait pour des Françaises et des Français. Je sais que des Belges et des Suisses y trouvent un intérêt aussi, et voilà. Donc c'est la manière de consommer mon contenu, le livre, les cahiers d'activité, le point hebdo, le récap de la semaine, le live et les chroniques. Et avec ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre votre argent en main. Allez, on continue ce live. 8 euros, c'est pas cher, Solarman. Merci de le rappeler. J'adore, ça débat sévère. C'est bien ça. Oh bah cet été, Argerm, je vais passer à l'île de Ré sans doute. Je te dirai quand. Moins de taxes et plus d'argent. Mais oui, c'est ça qu'on veut et on finira par y arriver. Je vous rappelle ma prédiction, hein. J'ai prédit chez Romain Laneri d'ailleurs dans un live que je vous encourage à regarder, qui était très sympa avec Romain, où on avait fait un tiering de tous mes investissements. Qui est très très sympa. Et on avait dit... Ah, je suis désolé, vous m'avez fait perdre le fil avec le chat là. Nous allons devenir plus riches que Warren Buffett grâce à Mathias. C'est pas gagné. Oui, ma prédiction, c'est que les impôts sur les investissements vont baisser en France à partir de 2030. On verra bien si j'avais eu raison. Allez, on continue sur l'actualité de la semaine. Donc, je vous ai fait le point général sur les marchés. Évidemment, là, on est tous suspendus à la réouverture du détroit d'Ormuz, hein, qu'on espère. On est tous suspendus aussi aux prochaines décisions des banques centrales. Mais là, dans la situation actuelle où on voit un retour de l'inflation, on voit moins de croissance que prévu, les banques centrales, c'était la très grosse news de la semaine, hein. Donc japonaises, américaines et européennes ont décidé de garder les taux au même niveau, de ne pas bouger pour l'instant parce qu'elles sont un peu coincées entre justement ces perspectives de voir une inflation qui remonte et une croissance qui baisse. C'est très difficile à gérer quoi, pour les banques centrales. Ça va être le gros sujet des prochains mois.
Après, il y a eu énormément d'actualités sur les valeurs, donc je vais vous faire un petit point rapide. Airbus en France, résultat trimestriel très bien reçu. Airbus a progressé de 5% juste après. Et malgré le fait que Airbus ait eu des bons résultats, c'est surtout le fait que Airbus ait confirmé ses objectifs pour l'année 2026 qui a rassuré les marchés, puisque évidemment, on s'inquiète du fait que le kérosène, donc le carburant pour les avions, est extrêmement cher actuellement. Il y a donc plein de lignes qui ne sont plus rentables pour les compagnies aériennes. Ça crée un risque de voir des compagnies aériennes commander moins d'avions, et donc on était inquiet pour Airbus qui a su rassurer en confirmant donc ses objectifs annuels. Adidas, j'en ai parlé dans la vidéo de Henri Hardisk, d'ailleurs, que je vous encourage à voir sur la vie de Bernard Tapie, vie passionnante, où j'étais intervenu dans sa vidéo. Et Adidas a fait plus 8% la semaine dernière. Et j'en parle parce que je vous avais parlé pas mal de Nike. Et je suis tombé sur cet article, parce que Nike va pas bien, on en a déjà parlé sur mes réseaux à plusieurs reprises. Nike a des difficultés, un nouveau CEO depuis un an, et Nike n'arrive pas à faire repartir ses ventes, alors que Adidas fait un très gros carton au premier trimestre, puisque les ventes d'habillement augmentent de 31%. La vente directe chez Adidas, c'est-à-dire pas dans des boutiques ou des centres commerciaux, mais dans des magasins Adidas ou par le site Adidas, progresse de 14%. Et quand les équipementiers comme Adidas ou Nike vendent directement, bah, ils n'ont pas de marge à payer aux distributeurs, donc ils gagnent plus d'argent. C'est ce que Nike a essayé de faire pendant très longtemps, de basculer sur de la vente directe pour augmenter ses marges. Et Nike n'y arrive pas, voilà, tout simplement. Et je suis tombé sur cet article de Zone Bourse que j'ai trouvé très très bien fait, très utile pour celles et ceux qui investissent dans Nike et Adidas. Donc je vous le mets là. Adidas réussit là où Nike échoue. Ça me permet de faire un petit point pédagogique, c'est que ceux qui ont acheté les deux, ou alors un ETF avec plusieurs entreprises du secteur, par exemple du sport, ou de la mode, ou de l'équipement, eh bien, bénéficient aussi d'Adidas. Et c'est plus difficile d'avoir anticipé que Nike allait avoir des difficultés et que Adidas allait réussir que d'avoir acheté le secteur. Donc c'est une manière pour moi de vous rappeler qu'il y a des... J'ai eu la conversation avec quelqu'un il y a quelques jours. C'est tentant d'acheter des actions individuelles tout de suite quand on commence à investir parce qu'on comprend mieux ce qu'est une entreprise qu'un ETF, et qu'il y a des entreprises pour lesquelles on a un lien affectif. Il y a des gens qui sont fans de Nike, d'autres qui sont fans d'Adidas. Ce qui est moins facile, c'est de les acheter au bon moment. Et c'est entre autres à ça que servent les ETF, ces paniers d'actions qui vous permettent d'en acheter plein d'un coup. Au lieu d'en acheter une, on achète la meule de foin au lieu de chercher l'aiguille dedans, et ça peut être pas mal. Donc je voulais vous le rappeler. Super vidéo de Hardisk, oui, tout à fait. Hardisk fait des nouvelles vidéos avec des décors, des costumes. Voilà, c'est une manière de faire évoluer le storytelling sur YouTube que je trouve très très bien. Nike, la saucisse, oui, en ce moment, mais bon, Nike, ça n'a pas été qu'une saucisse, c'est aussi des génies du marketing, dont je suis un immense fan du point de vue du marketing. Tiens, je vous parlais des ETF. Eh ben, Amundi, qui est une entreprise française, une filiale du Crédit Agricole, et qui est le plus gros gestionnaire d'actifs européen. C'est un peu notre BlackRock à nous en Europe et en France. Eh bien, Amundi a fait plus 7,5% la semaine dernière. Ils ont des très bons résultats. Et là, je cite Zone Bourse. Les ETF font la pluie et le beau temps chez le gestionnaire français. La collecte nette atteint un record de 32 milliards d'euros au premier trimestre, c'est-à-dire que les gens ont confié 32 milliards d'euros à Amundi ou dans des produits d'Amundi au premier trimestre, ce qui est 2 fois ce que les marchés attendaient. Et les ETF d'Amundi ont capté 16 milliards sur les 32 milliards de collecte du premier trimestre. Donc ça veut dire qu'il y a eu 16 milliards d'euros investis dans des ETF Amundi rien qu'au premier trimestre, ce que je trouve pas mal. Ensuite, donc Amundi plus 7,5.
De l'autre côté de la médaille, il y a malheureusement Stellantis, le constructeur automobile français, avec entre autres Citroën et Peugeot, qui a eu des résultats mauvais. Une performance en Amérique du Nord qui a déçu, une marge très faible en Amérique du Nord, sans doute liée entre autres aux droits de douane. Et donc le groupe Stellantis, qui est en train de se redresser depuis plusieurs années maintenant, n'a pas su emballer les investisseurs. Ils perdent 9% la semaine dernière. De manière générale, les banques aussi, Crédit Agricole, Société Générale, BNP, ont reculé de 5% à peu près la semaine dernière. Et même Air Liquide, qui pourtant a publié des résultats qui étaient quand même plutôt corrects, même Air Liquide recule de 3% sur ses résultats. Donc voilà, c'est Airbus qui a le mieux marché après ses résultats en France la semaine dernière. Même si la grosse actu, c'était évidemment les résultats des GAFA. Et là, il y a ceux qui croient en Google et sa maison mère Alphabet et les autres. Google, plus 12% la semaine dernière, avec des résultats faramineux. Plus 23% depuis le début de l'année pour l'action Google. Personne ne s'y attendait, ça c'est clair. Et de l'autre côté, vous avez Meta, maison mère donc de Facebook et Instagram entre autres, qui perd 10% la semaine dernière et qui recule de 8% depuis le début de l'année. Donc, Alphabet plus 23%, donc Google depuis le début de l'année, Meta moins 8% depuis le début de l'année. Et ça fait 6 mois que je vous parle de cet énorme risque qu'on a sur les marchés financiers et la bourse à cause de l'IA, qui n'est pas le risque d'une bulle, qui est le risque de voir, un peu comme ce qu'on a vu sur les télécoms dans les années 2000, quand ils ont installé la fibre partout, les antennes, les réseaux, etc. On a eu un investissement dans des infrastructures d'IA qui est absolument considérable. C'est des milliers de milliards de dollars qui ont été investis pour construire des centres de données, pour construire des tuyaux, pour construire des puces par des entreprises. Et la grande question, évidemment, qu'on va tous se poser maintenant, c'est est-ce que ces entreprises, Google, Meta, Amazon, Oracle, Microsoft, Nvidia, pour les sociétés cotées, mais aussi Anthropic et OpenAI pour les sociétés qui ne sont pas encore cotées, la grande question, c'est est-ce que toutes ces entreprises vont être rentables sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle, dans les data centers. Et là, Alphabet a donné une masterclass la semaine dernière. Donc, la marge d'Alphabet s'est améliorée, passant de 33,9 à 36,1. Le bénéfice par action est 2 fois plus élevé qu'attendu par les analystes. C'est le 11e trimestre d'affilée de hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires. Et là, ils sont allés chercher 110 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre. Mais ce qui est vraiment important, et ce qui explique la hausse de 12% d'Alphabet la semaine dernière, c'est le fait que le cloud, donc ce qui est permis par les data centers, son chiffre d'affaires s'est envolé de 63% avec 20 milliards de dollars de revenus. C'est considérable. Le nombre d'abonnements payants pour les outils d'intelligence artificielle de Google, il y en a 350 millions. Voilà. Donc c'est absolument considérable et ils ont même prévu d'investir encore davantage. Et de l'autre côté, vous avez Meta qui perd 10% la semaine dernière et qui donc a un chiffre d'affaires qui progresse pourtant de 30%, soutenu par une croissance de 20% des impressions publicitaires, un bénéfice par action au-dessus, mais la marge opérationnelle de Meta a baissé. Et surtout, Meta finance ses investissements dans l'IA par ses revenus publicitaires. C'est pas encore du cloud, c'est pas encore de l'IA qui permettent à Meta de gagner de l'argent. Et donc, on a la big tech américaine au global qui affiche des résultats records, mais la bourse qui ne récompense que ceux qui sont capables de montrer du rendement sur les investissements qu'ils ont fait dans l'intelligence artificielle. C'est extrêmement important ce qui vient de se passer. Là-dessus, Google et Amazon ont su rassurer. Meta et Microsoft arrivent moins à rassurer. Du côté des entreprises françaises et des publications de résultats, pour terminer, je vous ai parlé tout à l'heure d'Airbus. Ce qu'on peut dire en gros,
c'est que vous avez des entreprises en France qui sont, entre guillemets, branchées sur la thématique énergie, sur la thématique IA Tech, qui surperforment. Par exemple Safran, par exemple Schneider, par exemple Total, par exemple Capgemini, par exemple ST Micro. Et vous avez les entreprises qui sont exposées à un euro fort, aux chaînes d'approvisionnement qui souffrent. Par exemple LVMH, par exemple Saint-Gobain, il y en a d'autres. Et des banques qui ont déçu, puisque évidemment pour les banques, les périodes d'incertitude comme celle qu'on vit actuellement sur l'économie française, eh bien, souffrent parce qu'elles ont moins de revenus. Alors, un petit mot sur l'actualité de l'économie. Je voulais vous partager pas une blague, mais juste un point quand même, sur le projet économique du Parti socialiste, qui a été communiqué donc il y a une dizaine de jours, avec plus récemment la proposition d'Olivier Faure de taxation des superprofits, qui résiste très très mal à la réflexion, tout simplement, hein, puisque ça ne serait pas possible. Et ça n'aurait aucun sens, en fait, de mettre en place une taxe comme celle-là, à part faire partir les entreprises de notre pays. Et ce qui me permet de vous citer Coluche, qui disait « Le seul mois où les politiciens disent le moins de bêtises, c'est le mois de février, car il ne fait que 28 jours. » Voilà, donc entre le débat sur la taxation de Total et ce projet de surtaxation des surprofits, et je dois dire que ce que ça me donne envie de dire, c'est Il y en a marre, marre. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné, si vous voulez, c'est plus possible. voilà, il y en a marre. Mais maintenant, je vais sur les plateaux pour dire la vérité aux gens autant que possible. Un autre aspect de l'économie que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette semaine, j'ai eu un réel sur Instagram qui a très très bien marché, entre autres sur la réalité des chiffres des retraites en France. Et je suis tombé sur cette image que j'ai trouvée passionnante et que je voulais vous partager, qui est le jour de libération des actifs. C'est-à-dire à quel moment les salariés en France commencent à travailler pour eux-mêmes et ne travaillent plus pour payer les retraites très mal organisées. Et on est désormais au 4 mai, alors qu'on était au 27 février en 1970. Voilà, je pense que le chiffre est assez clair. Et comme souvent, on a eu une petite comparaison européenne dans la foulée. Et à part l'Italie, personne ne fait mieux que nous en la matière. Enfin, pire, évidemment, c'est ironique de ma part. Donc voilà, on va le répéter, je pense, très longtemps, là, pendant au moins 2 ans. En tout cas, au moins 1 an jusqu'à l'élection présidentielle. Mais en gros, en France, on a 2 graves problèmes économiques qui pèsent sur le pouvoir d'achat des gens, qui pèsent sur la croissance française, qui pèsent sur notre capacité à investir, qui pèsent sur notre capacité à préparer l'avenir, à donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans la vie, à financer la recherche et développement. Je vous rappelle que nous sommes à peine à 2% du PIB en investissement de recherche et développement, là où la Chine est à 7% du PIB. Et non seulement ils sont à 7%, là où nous, on est à 2%, mais en plus, leur PIB est 6 fois plus gros que le nôtre. Donc ça fait 7% d'un truc 6 fois plus gros. Je vous laisse imaginer ce qu'ils sont en train de nous mettre. Voilà ce qui m'amène à la citation de la semaine. Et alors celle-là, avant de dire un mot sur le Bitcoin, celle-là, elle est quand même juste incroyable. C'est une citation d'Éric Lombard. Éric Lombard, enfin, c'est un tweet pour être précis, mais surtout une phrase du tweet qui m'a beaucoup intéressé. Donc Éric Lombard, c'est un ancien ministre de l'économie qui n'est pas resté très longtemps en poste, qui est plutôt social-démocrate, donc plutôt de centre-gauche, et qui pourtant a choisi de communiquer avec 2 phrases, moi, qui m'ont énormément marqué. La première, c'est « Notre système français finance la retraite et la santé des boomers, mais pas son avenir. Les intérêts de la dette sont devenus le premier budget de l'État. » Mais ce qui est très très important ensuite, c'est ce qu'il dit à la fin du tweet, quand il dit
notre protection sociale repose presque exclusivement sur le travail. Et ça, c'est un problème colossal. C'est le problème contre lequel je vais le plus me battre. C'est la différence entre le salaire net et le salaire brut, qui est plus une différence, qui est devenue un gouffre. Donc il y a un enjeu très très important à réduire les charges sur le travail en France, parce que dans les années 60, il fallait 15 ans pour doubler son niveau de vie par son travail. Aujourd'hui, il faut 80 ans quand on y arrive. Voilà. Donc c'était la citation de la semaine. Notre protection sociale repose presque exclusivement sur le travail. Venant d'un social-démocrate, j'ai trouvé ça bien. C'est le signe que quelque chose est en train de changer en France. Parce que pour que M. Lombard alerte à ce point-là sur la dette, comme moi je le fais depuis longtemps, et vienne sur le sujet du financement du système de protection sociale par le travail, je trouve ça absolument important et ouais, très parlant, quoi. Donc c'était la citation de la semaine. En fait, Mathias, présente-toi. Non. Non, pour l'instant, j'essaye de faire bouger la culture, j'essaye d'écrire des livres, de publier sur les réseaux, de passer à la télé. J'essaye d'aider tant que je peux les gens à adopter une culture économique. Et je vois pas comment je pourrais avoir un impact plus important que ce que j'ai en ce moment en faisant de la politique. Je pense pas que faire de la politique en ce moment, ça permette d'avoir de l'impact, voilà, tout simplement. C'est triste, mais c'est ma conviction du moment, et je serais ravi d'en changer. N'hésitez pas à me dire si j'ai tort dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans les DM que vous m'envoyez si vous pensez que mon action devrait être différente. Moi, mon action, elle est celle de quelqu'un qui a découvert les réseaux sociaux il y a 4 ans, grâce à Trade Republic, qui a entrepris, qui a réussi, et qui a la chance d'avoir aujourd'hui une communauté, et c'est une motivation extrêmement forte pour moi, voilà. Donc si vous pensez que je ne devrais pas faire comme je fais, avec des bouquins, des réseaux sociaux et de la télé, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais réfléchir à faire autrement. La prochaine corde à mon arc, et à notre arc, parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui doit être collectif, ça va être une association, et ça, voilà, je vous en ai déjà parlé, maintenant il faut que je la lance. Le chat est incontrôlable aujourd'hui, il y en a partout, je n'arrive pas à suivre, j'ai l'impression d'être sur Twitch, quasiment. Ah oui, ça me fait plaisir, Coluche avait tout compris. Merci Sébastien. Je suis un immense fan de Coluche, à bien des égards. Non seulement il était motard, non seulement il était drôle, mais en plus je trouvais humain, trop humain. Lombard, le ministre dont je viens de vous parler, il a été interviewé par nos amis des Financiers. Je vous rappelle ce nouveau média que vous retrouvez sur YouTube, qui a été lancé par les copains du Crayon, dans lequel je suis chroniqueur. Et ben là, il y a une très très belle interview de Lombard qui vient d'être publiée. N'hésitez pas à vous abonner aux Financiers, le nouveau crew qui est là pour essayer de vous aider à avoir une vision claire de l'actu économique et boursière. On a ensuite un petit point sur les cryptos. Donc, très mauvaise note pour le Bitcoin au mois d'avril. 4 semaines consécutives de hausse, mais ça s'est mal terminé pour le Bitcoin qui reculait donc la semaine dernière. On reste quand même relativement stable, autour des 78 000 $. Mais c'est vrai que j'ai vu un tweet qui m'a intéressé l'autre jour qui me disait « Plus personne ne parle de crypto, c'est le moment de commencer un investissement en Bitcoin. » Peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, moi je suis content qu'on entende moins parler des ce qu'on appelle les shitcoins, de toutes les petites cryptos, des meme coins, tout ça, parce que ça c'est une bulle et c'est dangereux pour les gens et c'est pas en faveur de l'éducation financière. J'observe aussi que l'évolution de la blockchain dans le système économique global est de plus en plus important, que l'Europe parle de l'euro numérique, qui est une mauvaise réponse à un vrai problème. Ce dont on a besoin en Europe, c'est pas d'un euro numérique. Ce dont on a besoin, c'est de stablecoin euro fort et qui aille... voilà. Donc, le Bitcoin, stable, à 78 000 $ cette semaine. Et on attend toujours une vraie relance du marché crypto qui ne vient pas pour l'instant. Je vous renvoie vers l'ami Asher et ses contenus que je suis sur le sujet. Ah, très bonne remarque de Cheese sur Instagram. Mathias, j'aime beaucoup ce que tu fais et ta volonté de partager, mais l'objectif de
tout dramatiser dans les accroches comme ça, miniatures, titres. On est censé faire partie de ceux qui sont préparés, non ? C'est une très bonne question. Et une très bonne remarque. Merci beaucoup, Cheese, de l'avoir faite. J'ai parfois été accusé d'être ce qu'on appelle un vendeur de peur. C'est-à-dire quelqu'un qui fait peur, volontairement. Et c'est vrai que la situation économique française fait peur. Quand on la regarde objectivement, la situation économique française fait peur. Et la manière dont le pouvoir d'achat des Français est géré depuis une quinzaine d'années est catastrophique. Et c'est pas bon du tout, quoi. Et ça m'énerve très fort que ce soit pas le débat, que le débat à la télé, ce soit encore est-ce qu'il faut taxer Total ? Et que le débat, ce soit pas qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le pouvoir d'achat des Français dans les 20 ans qui viennent, sérieusement, quoi. Et donc, pour attirer l'attention, et aussi pour faire ressentir aux gens l'importance de prendre son argent en main, parfois, les titres et les miniatures, mais ça, je trouve ça plutôt rigolo pour les miniatures, surtout quand je vais vous expliquer pourquoi il y a la miniature d'aujourd'hui, il y a une dimension, effectivement, qui est choquante. Mais le vrai truc choquant, Cheese, c'est qu'on n'en parle pas encore de ces sujets-là, en fait. Parce que tant qu'on n'en parle pas, on ne pourra pas améliorer la situation et la culture générale des Françaises et des Français en matière d'économie et de gestion d'argent. Et donc, j'essaye toujours, quand je balance un chiffre choquant ou effrayant, j'essaye toujours d'apporter rapidement une solution. Et une fois l'attention attirée, de la retourner vers qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et donc, je vais continuer, je pense, même si une large partie de ma communauté est effectivement formée, mon objectif, c'est de la faire grandir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui voient ces contenus pour la première fois, qui n'ont pas encore pris leur argent en main. Et ce que je trouve de plus formidable, c'est quand, dans les commentaires, il y a des gens qui ont déjà pris leur argent en main, qui viennent répondre aux commentaires des débutants et qui m'aident à faire avancer l'éducation financière du grand public. Voilà. Merci beaucoup, Brice, pour le livre. J'espère qu'il sera utile. Est-ce que c'est une publicité déguisée pour Trade Republic ? Non, c'est pas déguisé. C'est une publicité pour Trade Republic parfois quand je mets en avant les produits de Trade Republic. Vous voyez là un objet collector qui sont les gants de boxe Trade Republic qui m'ont été offerts par mon équipe pour mes 40 ans parce que je fais de la boxe et que ça me paraît une bonne métaphore du combat que je mène pour l'éducation financière. Et je suis assez fier de mettre en avant aussi les produits de Trade Republic que j'ai contribué à construire pendant 5 ans. Et donc, c'est pas une publicité déguisée. Régulièrement, je mets en avant des produits de Trade Republic que je considère comme étant bons pour les gens. Et quand Trade Republic faisait pas le boulot sur le service client, je le disais aussi. Si vous pensez que je mets en avant des produits de Trade Republic qui sont pas bons pour les gens, n'hésitez pas à me le dire. Je serai le premier à en parler. Donc, c'est 2 choses. Il y a effectivement une entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, dont je suis actionnaire, et qui, à mon sens, fait des choses très bien pour les gens, qui est Trade Republic. Et puis, il y a la mission qui est la mienne pour l'éducation financière des Françaises et des Français, les bouquins, les cahiers d'activité, les réseaux sociaux, où là, quand je vais parler de la taxation de Total sur le plateau de BFM Télé pour essayer de faire avancer le débat, ça ne sert pas à Trade Republic, tout simplement. Donc, il y a un peu des deux, et je comprends que ce soit parfois perturbant. Alors, ce qui m'amène à la miniature du jour pour l'autopsie d'un grand gâchis, qui est l'épargne des Français. Donc, pourquoi ce mot ? Pourquoi cette autopsie ? Oui, le compte joint sur Trade Republic ferait beaucoup de sens, Carax. Donc, pourquoi l'autopsie d'un grand gâchis ? Eh bien, tout simplement parce que je suis devenu un peu plus connu en France grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Légende, sur laquelle un médecin légiste a été rendu très célèbre. Il s'appelle Philippe Boxot. Il se trouve que c'est un ami de ma famille.
puisque mon père est médecin légiste. Et donc, quand j'ai vu l'autopsie d'un grand gâchis dans un titre de presse à propos de l'épargne des Français, ça m'a donné l'idée de faire cette miniature. Voilà, c'est une dédicace à mon père, le professeur Bacchino, et à Philippe Boxot, qui se connaissent d'ailleurs très bien. Alors, l'épargne des Français, un grand gâchis. C'est un enjeu absolument déterminant. Je vais vous montrer ce graphe. Donc, il y a en France 6 000 milliards d'euros d'épargne des ménages. 6 596 milliards d'euros ici, vous le voyez à l'écran. C'est le patrimoine financier. Il faut rajouter à ça évidemment l'immobilier, qui est encore plus gros et qui est moins liquide et qui n'est pas compris dans ce patrimoine financier des ménages. Je voulais attirer votre attention sur cette étude, qui est une étude qui a été faite par la Direction générale du Trésor français. Que finance l'épargne financière des ménages français? Et c'est donc une étude qui est très récente, puisqu'elle date du 8 janvier 2026. Je suis tombé sur cette étude en me penchant sur cette chronique de Patrice Artus sur l'économie française affaiblie en ce moment et le fait que l'épargne étant mal allouée en France, eh bien, c'était le talon d'Achille de l'économie française. Et donc, je voulais vous en dire un mot ce soir, parce qu'effectivement, l'épargne des ménages en France est très importante, mais elle n'est pas suffisamment bien utilisée. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le but ultime pour moi de l'éducation financière, c'est de réussir à faire en sorte eh bien, que l'épargne des gens travaille davantage pour eux. Je vais donc pour ça vous raconter comment l'épargne des Françaises et des Français est aujourd'hui utilisée, à quoi elle sert, et comment, à mon avis, on pourrait mieux l'utiliser. C'est pas pour faire culpabiliser les Français, c'est pour faire changer à la fois le système et les comportements individuels. C'est ce que j'appelle moi la transition financière. Et j'espère que c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce que si ça ne se passe pas, eh bien, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français va baisser, et on aura une situation difficile en France, tout simplement. Et on parle de l'épargne financière des ménages, parce que c'est grâce à elle que la France peut continuer d'emprunter de l'argent, puisque tous nos prêteurs internationaux sont rassurés par le fait que oui, la France a 3300 plus maintenant milliards d'euros de dette, mais les Français ont 6600 milliards d'épargne financière. Et donc, c'est 2 fois la dette française. Ça explique que la France s'inquiète moins, puisque les prêteurs considèrent que si jamais la France venait à faire faillite, l'épargne financière des Français pourrait servir. Et moi aussi, j'adorerais Jean-Marc Jancovici dans une vidéo. Je ne le connais pas, il faudrait que je le rencontre. Je vais y travailler, Charcos. Donc, pour les Françaises et les Français, cette épargne est mal utilisée. Et si on la changeait un peu, et ça, c'est des calculs qu'on a fait avec mon équipe, on pourrait assez aisément apporter 30 milliards d'euros par an de revenus supplémentaires, c'est-à-dire 950 euros par ménage et par an. Ce qui est, je crois, pas mal. Je vais vous expliquer les conditions qui sont les miennes pour aboutir à ce résultat et comment on va faire pour y arriver au bout d'un moment. Alors, on fait le point donc sur l'utilisation de l'épargne des Français. À quoi ça sert l'épargne des Français? Donc déjà, on parle de 6 600 milliards d'euros de patrimoine financier, selon la Banque de France, donc les chiffres qui sont repris par le Trésor, un taux d'épargne qui a dépassé celui des Allemands pour la première fois depuis l'an 2000 en termes d'épargne financière. Et oui, je viens de comprendre d'ailleurs la différence entre taux d'épargne financière et taux d'épargne tout court. Donc c'est un point dont il faudra que je parle avec mon équipe. Et le taux d'épargne financière allait au-dessus des Allemands. Les Français épargnent énormément, on est à plus de 17% de taux d'épargne, c'est colossal, c'est aussi le signe que les Français ont peur de l'instabilité politique en France. Donc les Français épargnent 6 600 milliards d'euros de patrimoine financier, un taux d'épargne supérieur à celui des Allemands en termes d'épargne financière. Donc les Français ont le bon comportement, ils épargnent financièrement, mais très mal.
Cette épargne est très mal rémunérée parce que les 2 tiers de l'épargne financière des ménages français sont placés sur ce qu'on appelle des produits de taux, c'est-à-dire les trucs les moins risqués qu'on trouve, les livrets, les dépôts bancaires, les fonds en euros des contrats d'assurance vie. Et ça, sur les 10, 15, 20 dernières années, eh bien, les produits de taux, donc les obligations, les fonds en euros, les livrets, ça a à peine permis de maintenir le pouvoir d'achat des ménages. Et c'est les 2 tiers de l'épargne financière des Français. En plus, donc c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des gens, parce que l'épargne financière, elle a 2 intérêts. D'un côté, elle sert celui qui épargne, parce que ça lui permet d'avoir des rendements et de faire travailler son argent. Et de l'autre côté, l'argent épargné est mis quelque part. Il sert à quelque chose. Il sert à une entreprise à avoir plus de capitaux. Il sert à une entreprise, via les obligations, à avoir des prêts de la part du marché. Il sert à nos banques à financer les crédits immobiliers. Il sert au livret A à financer le logement social. Donc l'argent est utilisé quand il est dans un produit d'épargne financière. Et là, ce qu'on voit, donc la première chose, c'est les 2 tiers sont sur des trucs très peu risqués qui, en gros, prêtent de l'argent soit à l'État, soit aux banques, soit à des entreprises. Et ça ne rapporte pas suffisamment. C'est la partie la moins risquée, mais c'est les 2 tiers. Et donc, c'est pas suffisamment investi. Mais en plus, ça n'est pas fléché vers les bons endroits, puisque cette montagne d'épargne, elle finance davantage la dette de l'État français et les prêts bancaires que les fonds propres des PME et des entreprises de taille intermédiaire françaises. Et ça, c'est dramatique pour notre pouvoir d'achat, c'est dramatique pour notre qualité de vie en France, pour l'aménagement du territoire, c'est dramatique pour plein de choses, parce que, évidemment, une épargne qui ne rapporte pas suffisamment aux gens, c'est grave, parce qu'avec le vieillissement de la population, l'endettement de la France, la crise du logement et l'absence de réforme des retraites à ce stade, le pouvoir d'achat va baisser, donc il faut que l'épargne rapporte plus que l'inflation aux gens. Et avec les 2 tiers de leur épargne qui est sur des choses sans risque, qui rapportent très peu, c'est pas suffisant. Mais surtout, on n'investit pas suffisamment en France dans les PME, dans les ETI. Les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. C'est ce qui a fait la richesse de l'Allemagne et c'est ce qui manque à tous nos territoires. C'est ce qui manque pour avoir des jobs industriels dans les territoires. C'est ce qui manque pour faire vivre tout un tas de départements et de régions qui avant en avaient et qui en Allemagne et en Italie du Nord en ont. Donc, le problème de l'épargne, c'est pas juste un problème de pouvoir d'achat. C'est aussi un problème politique, beaucoup plus large. Donc, premier élément de synthèse très important, ça rapporte pas assez aux gens et ça finance pas ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, vous pourrez creuser dans les détails. Donc, si je vous redescends rapidement le narratif, un premier point sur le rendement donc, de l'épargne des gens. Le livret A, qui est donc absolument colossal en France. Chaque année, 100 € sur votre livret A perdent entre 2 € et 3,50 € de pouvoir d'achat depuis 2010. Si on prend maintenant les fonds en euros des contrats d'assurance vie, 2250 milliards d'euros d'encours, c'est colossal. Et le fonds en euros, donc avec principalement de la dette française. En 2021, le rendement moyen, c'est 1,30, alors que l'inflation est à 1,6. En 2022, le rendement est à 1,90 pour le fonds en euros, alors que l'inflation est à 5,2. Donc ces dernières années, le fonds en euros, lui aussi, a fait perdre de l'argent à ses détenteurs. Depuis 2024, pour le fonds en euros des contrats d'assurance vie, la situation s'est un peu inversée, puisqu'il y a un tout petit peu plus de rendement qu'il n'y a d'inflation. Mais en gros, sur la période 2017-2023, l'épargnant type, c'est-à-dire qui avait du livret A et du fonds en euros, il a perdu de l'argent. Il n'a même pas couvert l'inflation. L'Observatoire de l'épargne européenne a publié en mars de cette année un indice qui mesure la performance globale de l'épargne financière des ménages français. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Le résultat, c'est 2,3% par an entre 2010 et maintenant, en moyenne.
L'inflation moyenne sur la période, c'est 1,5%. Donc votre épargne qui vous rapporte 2,3%, mais l'inflation qui vient prendre 1,5%, ça fait même pas 1% de rendement net en moyenne depuis 2010 pour les 6 600 milliards d'euros d'épargne financière des ménages français. Donc en 12 ans, l'épargne des Français a à peine maintenu le pouvoir d'achat de ses détenteurs. Voilà. Et ça devrait être de ça qu'on parle à la télé, plutôt que de savoir s'il faut taxer 3 milliards de plus à Total. Ensuite, où va l'argent ? Donc le deuxième problème, c'est-à-dire le fait que les PME, les ETI en France ne sont pas suffisamment financés. Donc, ça c'est issu donc du graphique ici que vous voyez, de la Direction Générale du Trésor. C'est issu de beaucoup d'échanges que j'ai aussi avec des économistes, avec des sociologues. Et donc là, ils ont réussi, le Trésor, et je trouve ça très très bien d'un point de vue pédagogique. C'est dommage que les télés en aient pas plus parlé. Ils ont réussi à montrer donc sur un graphique parfaitement clair pour 10 € d'épargne financière des ménages, à quoi ça sert. Inutile de prendre des notes, on vous prépare un petit carrousel pour demain sur mes réseaux sociaux. Donc 4 € financent des fonds propres d'entreprise. Ça, c'est bien. Des entrepreneurs qui ont des parts de leur entreprise, des actionnaires qui investissent dans des entreprises. Voilà, c'est vraiment une bonne chose. C'est bon pour tout le monde. C'est très positif par ailleurs, ça crée du boulot. Donc, c'est 4 € sur 10 € d'épargne financière qui financent les fonds propres des entreprises. Ensuite, sur les 10 € toujours, vous avez 3 € qui vont dans des obligations, dont 1 € dans la dette des administrations françaises. Donc 1 € sur 10 finance la dette française sur l'épargne financière des ménages. Vous avez 2 € qui génèrent des prêts bancaires. Et le dernier euro, c'est de la trésorerie ou de l'immobilier. Donc, si on s'arrête un instant sur les 4 € qui financent les entreprises, les fonds propres des entreprises, 40% du patrimoine financier. Mais la moitié de ces 4 €, en fait, c'est du patrimoine professionnels. Donc, c'est les gens qui détiennent les parts de leur propre entreprise. Par exemple, le boulanger qui est propriétaire de son fonds de commerce, le dirigeant de PME qui détient sa SAS. Donc, c'est pas de l'investissement en fonds propres au sens classique du terme, c'est plutôt de la détention d'actions de son patrimoine. Quand on regarde les actions cotées détenues en direct par les ménages via un PEA ou un compte titre, on parle de 310 milliards d'euros. C'est à peine 5% du total du patrimoine financier des ménages. Alors que c'est la classe d'actifs qui performe le mieux pour les gens, à long terme bien sûr, et à condition de diversifier, et que c'est ce dont nos territoires, notre pays, notre économie ont le plus besoin, davantage d'entreprises de taille intermédiaire. Voilà, donc c'est un sujet absolument déterminant, et c'est pas de la faute des Français. Ça, c'est vraiment très très important pour moi de le rappeler. C'est pas de la faute des Français. Le système français, il a été construit pour flécher l'épargne vers des produits avec peu de risques, des produits qui rapportent pas grand-chose, mais qui servent à l'État. Le système français n'a pas été construit pour orienter l'épargne des ménages vers les investissements. Montebourg, à l'époque, il aurait dit productif. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème pour notre économie à long terme. Les ménages américains placent environ 40% de leurs actifs financiers en actions. En France, c'est 5%. En Suède, c'est 45%. Et aux Pays-Bas, vous le savez, ils ont carrément un fonds stratégique national pour l'investissement retraite du pays, Nous, on nous a encouragés à mettre en livret A, en fonds en euros, c'est-à-dire à financer l'action du gouvernement pour le logement social et à acheter de la dette française plutôt qu'à investir pour notre avenir. C'est un coût d'opportunité qui est absolument considérable. C'est quoi un coût d'opportunité ? C'est un gâchis en économie. C'est un manque à gagner. C'est les boules quand on s'aperçoit 30 ans plus tard qu'on pourrait avoir tant et qu'en fait on n'aura que dalle. C'est ça, un coût d'opportunité. Et le problème, c'est qu'à la télé, on vous dit coût d'opportunité, et c'est un débat qui n'intéresse personne. Moi, je suis là pour rendre ça extrêmement visible. J'avais dit dans mon bouquin, prenez votre argent en main, qu'on pouvait rendre 200 milliards d'euros par an aux gens. Je le maintiens. Et là, on vous a fait un calcul. Qu'est-ce qui se passerait si le max du gâchis possible de l'épargne, c'est-à-dire les 500 milliards d'euros d'argent des gens
qui sont sur des comptes qui rapportent rien. C'est-à-dire même pas un livret, rien, juste des dépôts bancaires qui rapportent 0. Cet argent-là, s'il était rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que ça donne pour la France ? Et je suis un peu taquin, si on prend 20% des encours, donc de l'argent des gens qui est dans de l'assurance vie, et qu'on le met dans des ETF diversifiés avec 7% par an. Juste ça, si on prend l'argent des Français qui dort sur des comptes qui rapportent 0, et si on prend 20% de l'encours des assurances vie et qu'on le met dans des ETF, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on remet 29 milliards d'euros par an de revenus supplémentaires dans la poche des gens, puisqu'on passe de 2,65% de rendement à 7% de rendement sur 500 milliards d'euros en assurance vie. Et en plus, on a 500 milliards d'euros de dépôts à vue qui sont rémunérés à 0 actuellement, qu'on rémunère à 2% brut, à savoir le taux de la BCE, c'est-à-dire ça ramène 10 milliards en gros. Donc vous avez quasiment 30 milliards de revenus supplémentaires en France, juste si on fait ces deux changements-là. Le fait que les dépôts à vue soient rémunérés au taux de la BCE, et on prend 20% des encours de l'assurance vie, et au lieu de le mettre sur du fonds en euros, on le met dans des ETF diversifiés. Voilà. C'est un peu taquin de ma part, c'est sans doute une prise de risque de faire des simulations comme celle-là, mais j'en ai vraiment marre qu'on n'avance pas sur le sujet, que l'épargne des Français soit aussi mal allouée, et que ça ne serve pas la création de PME et d'ETI en France, dont on a terriblement besoin dans nos régions, dans nos campagnes, voilà, et on a absolument besoin de tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce grand gâchis. Et je peux vous assurer que la miniature, elle aurait pu être plus sale que ça encore, parce que c'est vraiment un scandale d'avoir tout cet argent des gens qui rapportent que dalle, d'avoir tout cet argent des gens qui financent pas des entreprises. Et ce qui m'amène évidemment à la réponse à la question de la semaine. Donc je sais pas si l'équipe a vu les résultats. Donc c'est une question que je vous ai posée au début de l'émission. Après, on va parler évidemment de la semaine prochaine avant de rendre l'antenne. C'était, pensez-vous qu'il faille offrir 2 semaines de congés payés par an, payés par l'État, aux entrepreneurs ? C'est une manière pour moi de répondre à Madame Tondelier qui proposait la création d'un congé climatique de 4 jours ou 5 jours par an pour toute la population. Et c'est une manière pour moi de vous dire que, vous le voyez, ceux qui ont le plus besoin de l'épargne des Français, ça serait les entrepreneurs, justement. Les entrepreneurs, par ailleurs, et là, Sixtine Moulet-Berthaud a attiré l'attention sur le fait que la santé mentale et la santé tout court des entrepreneurs n'est jamais prise en compte. Donc oui, voilà ce que serait une utilisation intelligente, profitable à tous, de l'argent public. Offrir des vacances aux entrepreneurs qui ne peuvent pas en prendre, qui sont 80% à souffrir de stress énorme. Donc moi, j'y serais très favorable. Évidemment, on pourra le faire que si on réforme le système de retraite, qui, je vous le rappelle, a 80 milliards d'euros de déficit cette année. Et ça, quand officiellement on est à 5 milliards de déficit, mais que les vrais chiffres sont à 80 milliards de déficit, comptez sur moi pour vous préparer dans les mois qui viennent un contenu banger, où on va faire le clair sur la réalité du déficit du système de retraite. Et là, je vois que sur 500 votes, pour savoir si oui ou non, il faudrait offrir 2 semaines de congés payés par an aux entrepreneurs payés par l'État, vous êtes un oui à 53%. C'est un score de second tour de l'élection présidentielle, ça. J'adore. Et non à 47%. Et à mon avis, ceux qui ont dit non, vous me direz dans le chat si j'ai raison ou pas, mais si vous avez dit non à cette proposition, c'est parce que vous avez trop peur pour l'état des finances publiques françaises. Évidemment, c'est la prochaine étape. Alors, bon, dans les jours qui viennent, évidemment, toujours la guerre en Iran, le conflit en Iran. Est-ce qu'on va réussir à réouvrir ce détroit d'Ormuz ? Si oui, en combien de temps ? Est-ce que les capacités de production pétrolière au Moyen-Orient vont être encore plus abîmées ? À quel moment la hausse des taux d'intérêt en France nous met tellement sous pression qu'on est obligé de créer un plan d'urgence en France ? Oui, bien sûr. Spy Heart. On arrive en Belgique, on arrive à nos amis belges.
avec un IBAN belge, avec la TOB calculée automatiquement, avec les rapports fiscaux, avec le service client belge, tout ça. On arrive. On a besoin d'encore un tout petit peu de temps, mais je vous embrasse tous très fort. Avec plaisir, Mégane. Je suis très heureux de démocratiser tout ça et que vous soyez très nombreux à le faire. Donc, évidemment, le conflit en Iran qu'on va suivre. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne de BFM Télé, mais moi, ce que je vais suivre du côté iranien, c'est à quel moment les Iraniens vont dire on est prêt à vendre une partie de notre pétrole désormais en dollars. Parce qu'à mon avis, le but ultime de Donald Trump en Iran, c'est que l'Iran arrête de vendre quasiment tout son pétrole en yuan chinois pour la question du pétrodollar qui est en train de faire des centaines de milliers de vues sur Instagram dans la dernière capsule de mon échange avec Romain Laneri. Donc n'hésitez pas à aller voir Romain Laneri, sa chaîne YouTube. On a dû poster la vidéo sur ma chaîne aussi. Mais voilà, on allait assez loin dans ce live. Et puis on a toujours des résultats d'entreprise, bien sûr. On aura Palantir lundi. Palantir, c'est cette entreprise américaine qui fait peur parce qu'elle est de l'intelligence artificielle au service des services secrets, qu'elle a des quantités de données considérables. Elle a connu une hausse délirante en bourse qui, à mon sens, était largement exagérée. Et donc demain, on aura les résultats du premier trimestre de Palantir. Attention là-dessus, ça peut dégueuler très sévèrement, sauf si évidemment, ils nous sortent des résultats surprises. Mardi, les résultats de Ferrari. J'ai vu trop de gens s'enthousiasmer pour Ferrari, qui n'étaient pas très en forme. On aura leurs résultats mardi. Novo Nordisk, le géant des labos pharmaceutiques nordiques en Europe, et Uber mercredi. Jeudi, on aura Engie, une entreprise dont j'aime bien parler parce qu'elle est très engagée dans l'éducation financière aussi. Et on aura aussi des données économiques importantes, entre autres l'emploi américain vendredi à 14h30 et la confiance des consommateurs. Merci Guillaume. Je me permets de lire ton commentaire. Merci pour tout Mathias. Grâce à toi, j'ai tout changé chez moi. J'apprends à ma famille tout ce qu'on apprend qu'avec toi. Les parents ont du mal, mais ça rentre. On va rien lâcher. Merci encore. Et ben voilà. Ça tient à cœur. Qui est Rito? C'est pas qui est Mytho. Le débat est super riche. Mathias, penses-tu qu'il faut 6 mois de salaire sur un livret ou 6 mois de dépenses? La règle pour l'épargne de précaution, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Moi, je l'ai simplifié pour les gens parce que les gens n'ont pas forcément toujours le calcul de ce qu'ils dépensent chaque mois en tête hyper tout de suite. Comme ça, top of mind tout de suite. Par contre, quasiment tout le monde sait tout de suite dire combien je gagne chaque mois. Et donc, oui, SanDisk a fait un énorme carton écho. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le Nasdaq 100 en tant qu'indice, qui a surpris tout le monde. Et l'importance de diversifier en ce moment, bref. Donc, moi, j'ai simplifié en disant entre 3 et 6 mois de revenus. Je pense que c'est plus facile pour aborder le sujet. Et donc, chacun ensuite peut décider en fonction de son caractère aussi. Moi, personnellement, je préfère avoir plutôt 6 mois. Mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et la différence entre vos revenus mensuels et vos dépenses mensuelles, en général, pour l'immense majorité des gens, est assez faible. Donc, je pars du principe qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de revenus dans son épargne de précaution. Ça me paraît une méthode plus facile à comprendre. Mathias, est-ce que le livret A va revenir à 1,80 au lieu des 1,50 actuels? C'est possible, puisque l'inflation est en train de remonter dans notre pays, mais pendant la période le livret A, il évolue pas en temps réel avec l'inflation, il évolue une fois de temps en temps. Et donc, dans les périodes où l'inflation remonte comme ça, le gros problème du livret A, c'est qu'il n'a pas encore remonté son taux de rendement. Et donc, comme il y a l'inflation qui a remonté déjà, vous perdez de l'argent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le livret A devrait remonter à 1,80? Oui, effectivement. Mais actuellement, il est inférieur à l'inflation depuis un mois. Streetgeeks, quand est-ce que Trade Republic et Finari vont fonctionner ensemble? Oui, on va y travailler. Hardgerm, moi je suis plutôt Guinness.
personnellement. Voilà, je suis un grand passionné de Guinness pour ce qui est de la bière. As-tu vu que le jour de libération des salariés par rapport aux retraités est au 4 mai, Albar? Tout à fait, je l'ai même partagé dans ce live, je l'ai montré tout à l'heure. Le replay sera disponible, bien sûr, d'ici 1 heure ou deux. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Feel in the game. Ce qui est dommage, c'est que ceux qui regardent ce live sont déjà un minimum éduqués financièrement, ou du moins sans souci. Et que donc, effectivement, c'est pas avec les 3000 personnes, 4000 personnes qui sont en train de nous écouter sur l'ensemble des plateformes, parce que je vous rappelle, je suis en direct sur 5 plateformes en même temps, eh bien, qu'on va changer le monde, c'est sûr. Et vous êtes, vous, ici, celles et ceux qui sont probablement le plus en avance dans votre éducation financière. Mais cette vidéo, elle va être en replay ensuite. Et ensuite, elle va être découpée en petites capsules qui vont être envoyées sur l'ensemble des plateformes où ils vont toucher beaucoup, beaucoup de gens. Et ensuite, et surtout, eh ben vous, là, dont je vois souvent les noms dans le chat, je suis sûr et certain que vous êtes en train de former vos proches. Donc, feel in the game, j'ai pas besoin du ministère de l'économie. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que si toi, tu as appris un truc, tu apprennes ça à quelqu'un d'autre autour de toi. Comme ça, petit à petit, la blockchain humaine de l'éducation financière fait la différence. Hardgerm, dis donc, on enchaîne. Hein. Oui, bière, je suis plutôt brune. Est-ce que je suis plutôt rouge ou rosé? Alors, je suis plutôt rouge pour les copains, parce que j'ai des amis qui font parmi un des meilleurs rouges de France. Mais pour le rosé, eh ben là, je vais vous faire un gros placement publicitaire pour ma cousine Audrey, que j'embrasse, à consommer avec modération. Mais figurez-vous qu'il y a du vin rosé Bacchino qui existe, et que cette année, et je suis super fier de mon oncle Alain et de mes cousines Audrey et Leslie, ils ont eu la médaille du meilleur rosé du monde, voilà, par les œnologues. Donc le meilleur vin rosé du monde, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais je suis tellement fier de leur taf. Vous pouvez pas imaginer la quantité de travail que c'est pour eux. Et ben voilà, le meilleur rosé du monde, c'est le rosé Bacchino. Je les embrasse, je suis très fier. J'espère que cette vidéo ne sera pas strikée par YouTube à cause de ça. C'est évidemment à consommer avec modération. Mais moi, quand on me dit que je fais le dry January, je dis oui, mais avec du vin quand même. Voilà. Quand même. Est-ce que tu peux nous conseiller des personnes à suivre sur les réseaux sociaux en matière d'investissement? Eh ben là, je vais être un peu taquin. Il y a la liste complète dans le cahier d'activité version débutant. Où est-ce qu'elle est? Là. Hop. Voilà. Elle est là. Bon courage pour faire pause sur la vidéo. Sinon, il y a plus simple. Vous commandez le cahier. Et vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Merci, Pout Junior. Bah oui, je suis fier de mes cousines. Le domaine des Persèdes, bien sûr, c'est une collaboration familiale. C'est pas une collaboration commerciale. Et moi aussi, je viens du Var, Rémi. Il y a la tulipe noire aussi. Bon, voilà pour cette petite parenthèse sur le vin rosé. Ah, ça me fait plaisir, Hélène. Hélène qui nous dit qu'elle forme sa fille. C'est formidable, ça. Salut Mathias, on est plusieurs sur Insta à se poser la question sur les ETF World et émergents sur PEA. As-tu des infos sur leur éligibilité car ça change beaucoup de stratégie pour les débutants? Des ETF World et des ETF pays émergents éligibles au PEA, il y en a grâce à la réplication synthétique. Abonnez-vous à la newsletter du Prince des ETF. Il vous expliquera tout ça très très bien. Voilà. Bien glace, le rosé. Il n'y a pas de backstage. Hein. Non, parce que là, à titre exceptionnel, je ne suis pas tout seul pour ce live, j'ai mon équipe avec moi. Mais oui, le meilleur rosé du monde. Bon, allez, 19h30, on a bien bossé. Et je vous conseille le livre. Prenez votre argent en main, Théo.
Commencez par le bouquin, c'est ce qu'il y a de mieux. Et John, sur les ETF synthétiques, très important si ça vous inquiète, Adrien, John, je vois que vous êtes plusieurs à être inquiets. Je vous dirai pas comment ni pourquoi, mais je peux vous dire que c'est plus la peine d'être inquiet. Voilà, il n'y a plus de danger actuellement pour le fait qu'on puisse avoir des ETF monde dans un PEA. C'était un risque à un moment donné. Ça n'est plus un risque. Voilà. Plus d'inquiétude pour les ETF synthétiques éligibles au PEA. Ils vont continuer à l'être. Voilà. J'avais oublié de vous le dire. Mais oui, il y a un super Reddit de vos finances, effectivement, Délic. Bravo de le mentionner. Allez, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour le point hebdo. Vendredi pour le récap de la semaine. Dimanche prochain pour un nouveau live. D'ici là, des vidéos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer des DM aussi. On est désormais structuré pour s'en occuper. Bon apéro, évidemment, c'est l'heure. Et comptez sur moi pour continuer à défendre l'éducation financière à la télé, à la radio, dans la rue, partout où ça m'est donné la possibilité de le faire. Et je vous embrasse. Allez, bonne soirée, bon dimanche, vive le travail. C'était le 1er mai, la fête du travail. Qui n'est pas à la fête, allez voir mon parti pris sur LCI. Bye, salut.